Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités au Russe Donkovi, Eric Johnson et Jérôme Soussou pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons de la Guinée et du massacre de 2009. La CPI salue le procès. Les juges du tribunal de Conakry, de Dissina Conakry, ont livré leur verdict ce 31 juillet dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, dans lequel plusieurs dirigeants de l'époque ont été jugés, parmi lesquels surtout le capitaine Moussa Dadis Camara. Les peines il y a 4 qui ont été relaxées, les autres peines vont de 10 à la perpétuité pour Pivi, 20 ans par exemple pour le capitaine Moussa Dadis Camara, 18 ans, 15 ans, 11 ans, 10 ans pour certains. Pour Claude Pivi. Perpétuité assortie de 25 ans de sûreté pour Claude Pivi. Alors, un procès qui a retenu l'attention pendant plus de 2 ans, et à l'issue, la Cour pénale internationale a réagi dans un communiqué. La Cour s'est dite satisfaite, ou du moins a apprécié le déroulement de ce procès. Selon la Cour, les juges guinéens ont envoyé un signal clair selon lequel personne n'est au-dessus des lois et ceux qui commettent des crimes visés par le statut de Rome feront face à la justice. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. La Guinée a pu, au final, terminer ce procès. On connaît maintenant le verdict, même si certaines parties ont annoncé faire appel. Le verdict est connu. La Cour pénale estime que personne, finalement, n'est au-dessus de la loi. Et la Guinée l'a prouvé. La Cour pénale internationale, justement, a estimé que la Guinée a prouvé que personne ne devrait être au-dessus de la loi. Alors, applaudissons la Cour pénale internationale pour cette réaction. Si Dadis Camara n'était pas condamné aussi fortement, quelle serait la réaction de cette Cour-là? Une Cour qui ne juge que les Africains. Et je crois qu'il faut quand même dire que dans nos pays, nous avons véritablement un problème avec la justice. C'est vrai, mais il faut quand même qu'on fasse confiance en cette justice-là. Pourquoi? Parce que pour des cas de ce type-là, il faudrait quand même qu'on aille jusqu'au bout. C'est vrai, tu as dit qu'il y a la partie Dadis Camara qui veut faire appel, interjeter appel, mais je pense que c'est véritablement un grand coup pour ce chef d'État, ex-chef d'État, parce que il a toujours clamé son innocence et il attendait beaucoup de soutien au sein de la population et surtout de la justice. Quand tout ça a commencé, il y avait des réminiscences au sein de la justice où déjà certains magistrats allaient presque dire que ce procès-là serait bâclé, ce procès-là n'allait pas véritablement dire le droit et tout ça. Mais je pense que la justice guinéenne a tenu et allé jusqu'au bout pour condamner Dadis Camara, parce que ce qui s'était passé ce 8 septembre 2009, 28 septembre 2009 était assez grave, parce que les populations continuent par traîner des séquelles, des femmes violées, violentées, qui subissent aujourd'hui des conséquences atroces. Certaines sont exclues de leur foyer
parce que on est dans un pays à 90% musulmans, et donc vous ne pouvez pas coucher avec un autre homme et revenir dans votre foyer. Vous ne pouvez pas coucher avec un autre homme et on va vous marier à un autre. C'est moralement, dans ce pays-là, c'est inacceptable. Et donc, des jeunes filles qui participaient à ces manifestations ne peuvent plus qui ne peuvent plus se marier dans leur pays, sont obligés de s'exiler. Si elles ont encore le moral pour continuer la vie aussi facilement. Allez, et de l'autre côté, il y a des hommes qui ont perdu des membres. Quand je parle de membres, c'est y compris les membres de leur famille et des membres locomotrices, c'est ça, locomoteurs, voilà, des membres locomoteurs justement. Et donc, c'est des conséquences véritablement atroces. Et donc, je crois que ce procès-là va peut-être soulager en partie les populations. Mais je pense que, à mon avis, Moussa Dadis Camara disait qu'il n'a jamais pris une arme pour tirer sur un Guinéen, mais l'ordre venait de qui pour tirer sur ces populations? Et son homme de main est Piwi, qui a pris... Claude Pivi qui est en fuite. Oui, qui a pris la perpétuité. Oui. Et lui, assorti de 25 ans de sûreté. Je pense que... mandat d'arrêt. Oui. Lui, je pense que partout sur cette terre, il doit être traqué. Parce que, véritablement, il est reconnu être le cerveau de cette tuerie de masse. La morale dans toute cette histoire, c'est qu'il faut que lorsque vous avez un pan de pouvoir, il faut respecter vos sujets. Il faut respecter les populations qui ne sont pas des bêtes de somme sur lesquelles vous pourrez tirer n'importe comment parce que ils revendiquent quand même quelque chose. C'est vrai, ils ne voulaient pas Dadis Camara comme candidat aux élections qui devaient suivre en janvier 2010. Mais Dadis voulait faire le forcing. Et les populations sont sorties pour dire non, il faut arrêter parce que c'est pas ce que tu nous as promis quand tu as fait ton coup d'État. Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont au pouvoir doivent penser quand même qu'ils doivent laisser derrière eux des pays en paix, des pays tranquilles et des pays qui pourront émerger, se développer. Jérôme Sossou, la Cour pénale internationale salue ce procès qui a eu lieu en Guinée, procès qui a finalement prononcé un verdict sur le massacre de 28 septembre 2009 dans ce pays. Et la FIDH également, et plus d'autres organisations qui ont salué le verdict de ce procès, qui en tout cas a été un procès sous haute surveillance. Un procès, en tout cas, qui n'a pas été facile pour, comment appelle-t-on, la justice guinéenne. Mais je crois que cette justice guinéenne est sortie gagnante. Et ça n'a pas été du tout facile pour les juges. Même depuis l'arrestation de, comment appelle-t-on, Dadis Camara et tout son groupe là, il y avait toujours des menaces par-ci par-là, mais heureusement que à la fin c'est la justice guinéenne qui est sortie victorieuse. En tout cas, les populations, en tout cas, se frottent les mains. On parle de plus de 700 victimes qui en tout cas réclament aujourd'hui des réparations pour chaque victime. Et je crois que cette histoire devait promouvoir
pour moi servir d'exemple à tous ceux qui gouvernent les pays ou à tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui en tout cas ont un pan du pouvoir dans le pays. Comme Dadis Camara l'a dit, il n'a jamais tenu un fusil, il n'a jamais tenu un pistolet, mais aujourd'hui il a pris 20 ans. Il n'a jamais tiré sur quelqu'un puisque c'est un militaire. Oui, en tout cas, dans cette histoire précise, oui, effectivement, dans cette affaire précise, Dadis Camara n'a jamais tiré sur quelqu'un, en tout cas à ce qu'on sache. Bon, maintenant, peut-être qu'on dira que l'ordre est venu de lui, ou alors le crime le profite. Maintenant, c'est pour ça que je dis que véritablement ceux qui ont un pan de pouvoir dans leur pays, qu'il soit un chef-corps, qu'il soit un chef d'État, qu'il soit un commandant, je ne sais pas, qu'ils pensent véritablement à ce que la violence peut se lever tôt, mais la justice finira par la rattraper. Cette histoire a duré depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Ça a trop duré, mais finalement, c'est la justice qui a gagné. Et donc, ceux qui, en tout cas, continuent de nous dire qu'ils sont forts, qui sont tellement forts et qui peuvent décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, qu'ils pensent que d'ici au lendemain, la justice pourrait quand même les rattraper. Et donc, c'est pour ça que moi, j'interpelle toujours la conscience des chefs d'État. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils arrivent quand même à contrôler leurs sécurocrates, qui, en tout cas, puisque c'est après tout, les conséquences les rattrapent. Dadis Camara, je l'ai dit, n'aurait jamais tiré sur quelqu'un dans cette affaire, mais il a pris 20 ans de prison. Peut-être que Claude Pivi, lui, l'a fait, mais vous connaissez également son cas. Et donc, tous ceux qui encore aujourd'hui se disent sont trop puissants, sont indéboulonnables, qui pensent que aujourd'hui qui pourraient avoir la force, mais qui n'auront pas toujours la force tout le temps. Et donc, moi, je félicite la justice guinéenne. Elle s'est véritablement battue dans cette histoire-là, et aujourd'hui que ça sert véritablement de leçon à tous ceux qui ont toujours des pouvoirs. Maintenant, il faudrait qu'on fasse des réparations pour ces victimes-là, parce que ces victimes ont subi beaucoup de choses dans cette histoire. Donc il faudrait que, dans tous les cas, leur avocat, elle avait dit, et les avocats de la FIDH ont également dit qu'ils vont quand même continuer de faire la lutte jusqu'à ce que ces victimes-là rentrent dans leurs droits. Est-ce un signe que l'Afrique peut valablement faire de tels procès? Mais pourquoi pas? Parti pris et que ce soit équitable? Pourquoi pas? Seulement si ils ont les coups de franche. Les coups de franche, s'ils démystifient ces menaces obscurantistes qui viennent de gauche et de droite, ils pourraient quand même, je ne pense pas que l'Afrique devait être là pour continuer de tendre la main dans tous les sens. On a des justices. Ceux qui sont des magistrats, peut-être dans la Cour pénale, à la Cour pénale internationale, là, ils ont été dans les mêmes écoles de droit comme les magistrats des tribunaux africains. Et peut-être qu'ils ont fait les mêmes classes, ils ont les mêmes diplômes. Donc, si on peut faire ça ailleurs, de façon tranquille, on peut faire également sur notre territoire. Si des magistrats connaissent véritablement leurs compétences et qui savent qu'ils peuvent travailler n'importe où, et ils ne seront pas inféodés quand même à des régimes qui leur donnent des pressions, etc. Si la justice guinéenne a pu le faire, cela veut dire qu'on peut le faire au Togo. La justice togolaise peut le faire, la justice béninoise peut le faire, la justice du Ghana peut le faire, etc. Merci beaucoup. À vous, Jérôme. La Cour pénale internationale salue ce procès qui a eu lieu en Guinée. Alors moi j'ai un petit souci, c'est que vous avez tellement de soucis oui, aujourd'hui. J'ai un petit souci parce que je sais pas si en tant que Togolais on est légitime pour parler de ce sujet. En réalité on devrait peut-être s'asseoir, observer et apprendre. Bon, la CPI salue, ok, bon, la CPI, moi personnellement je trouve que c'est anecdotique, mais ce qui est beau dans ce qui s'est passé en Guinée, c'est que c'est un procès
qui a concerné l'armée et les civils, c'est un procès qui a concerné les manifestations, c'est un procès qui se tient sous la mandature d'un officier, alors que ça avait été impossible lorsque c'était la mandature d'un président démocratiquement élu. Donc, moi j'ai un petit souci parce que en réalité, en tant que Togolais, on est mal placé pour parler de... On peut en parler en tant qu'analyste. Voilà, maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des choses qui auraient été intéressantes pour le cas du Togo. Le procès, je précise que ce procès n'était pas secret, il était diffusé à la télé, les gens l'ont suivi. Nous l'avons suivi d'ici d'ailleurs. On l'a suivi ici ouvertement. Et je pense que le Togo devrait s'en inspirer parce que de façon répétitive, on a eu des frictions comme ça. On a eu des personnes qui ont perdu la vie comme ça. On a eu des frictions qui, même pas jusqu'à présent, certaines personnes estiment que ce n'est pas réglé. Et donc, moi, je trouve que ce qui aurait été intéressant, justement, c'est de pouvoir avoir cette plateforme pour les victimes, mais aussi pas seulement. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsque nous, on a eu nos frictions togolaises, étaient aux affaires, qui peut-être actuellement sont vilipendées, sont honnies, sont, comment dirais-je, jugées, sont vilipendées par les populations, alors que peut-être ce n'étaient pas elles les vrais commanditaires. Elles aimeraient bien peut-être avoir une plateforme, s'exprimer et montrer qu'en réalité, oui, peut-être elles étaient dans le bureau, mais c'était peut-être quelqu'un derrière qui avait pris telle ou telle décision. Et ces personnes-là dont je parle, quand elles sont honnies, ce ne sont pas seulement elles, ce sont parfois même leurs proches. On dit non, voilà, quand il y a eu telle manifestation, il y a eu telle répression, bon, c'était tel qui était aux affaires. Ah, tu vois, ça, ce sont ses enfants. Ah, ça, c'est son père, c'est sa mère. Ça, c'est... Peut-être qu'il y a beaucoup, peut-être que au niveau du Togo, beaucoup sur les manifestations récurrentes, sur ces phénomènes qui se sont passés, que ce soit en termes de victimes, en termes de personnes qui étaient aux affaires, beaucoup auraient voulu avoir une plateforme comment dirais-je, sur laquelle ils puissent s'exprimer et dire, mais voilà, moi j'étais aux affaires, mais à partir de là, ça ne m'appartenait plus. Moi, j'ai été victime. J'aimerais savoir ce qui m'a été fait. Pourquoi ça m'a été fait. Comment les raisons qui expliquent que cela m'a été fait. Pour que chacun donne sa version des faits. Et justement... Et ça a été fait avec la CVJR. Attention, après la CVJR, il y a eu des manifestations. Voilà. Et les manifestations au Togo, on sait comment elles se passent. Et le problème qu'il y a au Togo, c'est que comme on sait comment elles se passent, mais seulement le problème, c'est qu'après, jamais on ne situe les responsabilités, jamais on ne fait le compte des victimes. Alors, ça pose un problème social. Ça pose le problème de la communion entre les populations et l'armée, alors même qu'actuellement, on a un problème sécuritaire. Donc, si vous voulez, c'est de petites plaies qui s'accumulent et qui, en réalité, ne font qu'alimenter des frictions. Ça aurait été intéressant que si à la première manifestation, deuxième manifestation, on ait des plateformes telles que celle-ci, où on situe les responsabilités, où on situe, comment dirais-je, les condamnations et les dédommagements, afin que les prochaines manifestations, il n'y ait plus cela. Ça fait en sorte que les populations, elles reconnectent avec l'armée, elles reconnectent avec la justice, et elles se disent, ok, il y a un droit de recours dans notre pays qui existe. Merci beaucoup à vous. Nous allons remarquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.